Je m'appelle Mélinet. J'avais 17 ans lorsque mon monde s'est fendu en deux. D'abord, quand le garçon que je croyais aimer est parti sans jamais se retourner. Ensuite, lorsque mes propres parents m'ont ordonné de faire mes valises et de quitter la maison. Pas d'adieu, pas de seconde chance, seulement une porte qui se referme derrière moi au cœur du mois de janvier. Tout avait commencé comme tant d'histoires de lycée. Jack était le garçon doré, capitaine de l'équipe de football. Charmeur, sourire facile, toujours un plan en tête. Et moi, j'étais discrète. Une élève modèle, première de la classe, qui aimait griffonner des croquis dans les marges de ses cahiers et rêver d'une vie un peu plus vibrante que celle que je connaissais. Avec Jack, j'avais eu l'impression qu'enfin, quelqu'un me voyait. Nous parlions souvent d'emménager ensemble après l'obtention de notre diplôme, dans un petit appartement du centre-ville avec une plomberie défaillante mais de grandes fenêtres. Peut-être ouvrir un petit café, moi, je dessinerais le menu, lui charmerais les clients. Nous croyions au rêve de l'autre comme s'il était une évidence sacrée. Mais ce genre de croyance ne dure pas toujours. Quand l'été s'est estompé en automne, Jack avait changé. Ses messages se raccourcissaient. Ses silences s'allongeaient. Il commençait à parler de stages prestigieux à la faculté de droit de Stanford, à New York. Puis, un après-midi d'octobre, alors que les feuilles viraient au rouge il m'a dit que c'était fini. Juste comme ça. Pas de dispute, pas de larmes. Ses mains enfoncées au fond de ses poches, sa voix sans tremblement. Ça ne marche plus, Méline. Il est parti. Et je l'ai laissé partir. Je suis restée figée, au milieu de l'allée du parc, mon écharpe fouettée par le vent. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je ne savais pas alors que ce chagrin n'était que la première tempête à venir. Jack et moi nous étions rencontrés en seconde. Ce n'avait pas été un coup de foudre immédiat. Pas vraiment. Il m'avait emprunté un stylo en cours d'histoire et oublié de me le rendre. Voilà où tout avait commencé. De là, vinrent les appels nocturnes, les longues marches de retour, et des rêves cousus ensemble autour d'un milkshake partagé. Nous étions jeunes, mais nous parlions comme si nous avions déjà tout compris du monde. Je me souviens encore de la façon dont il se penchait sur la table du dîner, les yeux brillants, me disant « Toi et moi, Mehdi, on va réussir. Qu'importent les règles. » Et je le croyais. J'écrivais son nom dans les coins de mon carnet à croquis, entouré de dessins de tasses de café, de fenêtres d'appartements, et de toutes ces petites choses que nous avions juré de partager. C'était peut-être naïf. Mais ça paraissait réel. Après la remise des diplômes, quelque chose s'était brisé. Il se retirait de moi comme la marée qui s'éloigne du rivage. Nos appels passèrent d'heures à quelques minutes. Son esprit vagabondait durant nos conversations. Et chaque fois que je lui demandais s'il y avait un problème, il balayait la question d'un « je suis juste occupé ». Mais, occupé, ressemblait de plus en plus à « disparu ». Un jour, je l'ai attendu devant la bibliothèque où il devait me retrouver. 45 minutes passèrent. Il n'est jamais venu. Aucun message. Aucune excuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris, je ne faisais plus partie de son avenir. Une semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés au parc. C'était l'endroit de notre premier baiser, quand tout paraissait simple et certain. Je pensais que nous pourrions parler, raviver ce que nous avions construit. Au lieu de cela, il a mis fin à notre histoire. Je dois me concentrer sur mes études, dit-il, sans vraiment me regarder. Tu mérites quelqu'un qui soit pleinement présent. Et pour l'instant, ce n'est pas moi. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Peut-être rien du tout. Mon cœur battait trop fort pour que j'entende ma propre voix. Lorsqu'il est parti, je suis restée assise sur un banc glacé pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder le vent emporter les feuilles, à écouter un monde qui ne s'arrêtait pas simplement parce que le mien s'était effondré. La perte de Jack me transperça. Mais ce n'était pas le pire.
Le pire vint plus tard, quand je réalisai que je n'étais pas seulement brisée. J'étais enceinte. Et Jack, il ne le saurait jamais. Et il ne s'en soucierait pas. Les signes avaient été là, discrets d'abord. Une fatigue constante. L'odeur du café qui me donnait la nausée. Mon Jean préféré qui ne se fermait plus comme avant. Je me persuadais que ce n'était que du stress, peut-être des hormones, n'importe quoi sauf ce que je redoutais. Mais la peur finit toujours par s'installer dans le ventre, jusqu'à exiger qu'on l'écoute. Un vendredi après les cours, je me suis arrêtée à la pharmacie, 2 rues plus loin. Je me souviens du bourdonnement des néons au-dessus de moi, tandis que je restais figée dans l'allée, fixant les tests de grossesse comme s'ils pouvaient disparaître si je clignais des yeux. J'ai choisi le moins cher, les glisser dans ma manche et payer en liquide. De retour à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain du haut, celle au carrelage ébréché et au miroir qui s'embut trop vite. J'ai suivi les instructions, les mains tremblantes, le cœur tambourinant contre mes côtes. 2 lignes roses. Il n'en fallait pas plus pour bouleverser toute ma vie. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, le test posé sur mes genoux comme s'il pouvait m'indiquer la marche à suivre. Mes pensées s'entrechoquaient. Et si Jack revenait en l'apprenant? Est-ce que je pourrais cacher ça à mes parents? Suis-je seulement capable d'y arriver? Ce soir-là, le dîner était servi comme d'habitude, pain de viande, purée de pommes de terre, haricots verts. Mon père lisait le journal, ma mère fredonnait doucement dans la cuisine. Tout semblait normal, mais en moi, une tempête grondait. J'ai besoin de vous parler, murmurai-je, presque inaudible. Mon père leva les yeux, ajustant ses lunettes. Ma mère s'arrêta net, un plat de casserole encore entre les mains. Je restais debout, incapable de m'asseoir, incapable même de respirer. Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut total. Un silence qui vous fait siffler les oreilles. Puis vinrent les cris, les chaises bousculées, le choc se muant en colère. Tu as déshonoré cette famille, siffla ma mère. Tu n'élèveras pas d'enfant sous mon toit, déclara mon père, la voix froide comme de la glace qui cède sous le poids. Prépare tes affaires. Tu pars? Je suppliai. Je pleurai. Mais rien n'y fit. Quand j'ai refermé la porte de ma chambre ce soir-là, je savais que je devais partir. Et je n'avais nulle part où aller. Assise sur le bord de mon lit, les mains tremblantes, j'ai ressorti un vieux sac de sport qui n'avait plus servi depuis une colonie de vacances en 5e. J'y ai glissé 2 pulls, un gant, ma brosse à dents, et la seule photo que j'avais de Jack et moi, prise à la foire du comté, quand tout paraissait encore éternel. J'ai hésité avant de la ranger dans la poche latérale. Que ce soit un rappel, me suis-je dit, du prix de la confiance. La maison était silencieuse désormais. Ma mère restait assise en bas, le visage enfoui dans ses mains. Mon père avait claqué la porte du garage. Je ne leur ai pas dit adieu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'arrêtent. Je me suis simplement tenue dans l'embrasure et j'ai murmuré. Je pars. Ma mère leva les yeux, ses paupières rougies de culpabilité. Méline, s'il te plaît, réfléchis à ça. J'ai réfléchi, répondis-je en serrant le sac contre moi. Et vous avez été clair? Je ne suis plus la bienvenue ici. Dehors, l'air de janvier mordait ma peau. La neige crissait sous mes baskets, tandis que je clignais des yeux pour retenir mes larmes. Je n'avais pas de plan, pas d'argent, plus de Jack, plus de maison. Mais un nom résonnait au fond de mon esprit. Grand-mère Louise. Elle vivait à Maple Falls, une petite ville tranquille à 2 heures de route. Je ne l'avais pas vue depuis Noël, mais elle m'avait toujours dit. Si tu as besoin de moi, ma chérie, appelle-moi. Peu importe l'heure. Les doigts engourdis, j'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'à son numéro. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, puis sa voix familière résonna. Allô? Grand-mère, c'est moi, bredouillai-je. J'ai besoin de venir chez toi. Est-ce que je peux venir maintenant?
Un silence, le bruit d'une chaise qu'on déplace, puis « Bien sûr que tu peux », dit-elle sans hésiter. « Viens vite, en sécurité. » J'allume la bouilloire. C'était tout. Pas de questions. Pas de reproches. Juste de l'amour. J'ai essuyé mes larmes, tourné les talons vers l'arrêt de bus au bout de la rue, et j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas ce qui m'attendait à Maple Falls. Mais je savais qui m'y attendrait. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le Greyhound entra dans Maple Falls un peu après minuit. La gare était silencieuse, éclairée par des lampadaires vacillants et la lueur d'un distributeur qui ronronnait contre le mur. Je descendis du bus, le sac lourd sur l'épaule, mais pas craquant sur le givre. Mon souffle s'élevait en nuages dans l'air glacé, mon cœur battait dans mes tempes. La maison de grand-mère Louise n'était qu'à 3 pâtés de maison. J'avais déjà emprunté ce chemin enfant, sa main serrée dans la mienne, la balançant sans souci du monde. Cette fois, je me suis entourée de mes bras, protégeant mon ventre, avançant dans l'obscurité comme à la poursuite d'un souvenir. La lumière de son porche était allumée. Le vieux plancher craquait encore, comme toujours, mais il était impeccablement balayé. Une rangée de petites grenouilles en céramique décorait les marches, l'une d'elles borgne. Avant même que je frappe, la porte s'ouvrit. Et elle était là. Louise portait une robe de chambre délavée ornée de petites fleurs bleues, des chaussettes épaisses qui s'accrochaient à peine à ses pantoufles. Ses cheveux d'argent étaient rassemblés en un chignon désordonné. Ses yeux gris, perçants, s'adoucirent aussitôt qu'ils croisèrent les miens. Elle ne dit rien d'abord. Elle ouvrit simplement les bras. Je m'y suis effondrée. L'odeur de cannelle et de vieux livres m'enveloppa tandis qu'elle me serrait fort. Sa silhouette paraissait plus menue que dans mes souvenirs, mais son étreinte, elle, avait toujours la force d'une armure. « Entre, ma chérie, murmura-t-elle. Viens te réchauffer. » La maison n'avait pas changé. Le même canapé à carreaux s'affaissait en son milieu. La même tasse ébréchée décorait le rebord de la fenêtre. Une radio diffusait du jazz doux dans un coin, cette musique qui, disait toujours Louise, faisait respirer la maison. Elle me tendit une tasse de tisane à la camomille et une assiette de restes de sandwich, épaisse tranche de pain, viande, un filet de ketchup. Je n'avais même pas conscience d'avoir faim avant de croquer dans la première bouchée. Nous sommes restés un moment en silence. La chaleur de la tisane s'insinuait dans mes doigts. Le nœud dans ma poitrine commençait à se défaire. Puis je me suis brisée. J'ai tout gâché, grand-mère, chuchotai-je. Papa et maman disent que je les ai déshonorés. Que j'ai ruiné leur vie. Je relevai les yeux, emplis de peur. Je suis enceinte. J'ai peur. Je suis seule. Louise ne broncha pas. Elle s'adossa, prit une gorgée lente de sa tasse, puis la posa avec calme. Un enfant n'est pas une honte, dit-elle d'une voix ferme. C'est un commencement. Parfois difficile, mais un commencement tout de même. Et soudain, quelque chose en moi bascula. Peut-être que je n'étais pas brisée. Peut-être que je recommençais simplement à zéro. Les jours qui suivirent furent paisibles, rythmés par des routines lentes et le bourdonnement constant de la guérison. Louise ne posait pas de questions. Elle ne fouillait pas, ne forçait pas. Elle me laissait de l'espace. De l'espace pour dormir, manger, pleurer quand le poids devenait trop lourd à porter seul. Chaque matin, nous prenions le thé. Elle aimait sa camomille corsée, avec une cuillère de miel et exactement 2 biscuits sur le côté. Moi, je la préférais plus légère, mais je ne le lui dis jamais. C'était devenu une tradition que je ne voulais pas briser. À la mi-février, le jardin derrière la maison, simple carré de terre encore gelé, commença à montrer de minuscules signes de vie. Louise disait que les roses d'hiver étaient des fleurs obstinées, elles s'épanouissaient quand tout le reste abandonnait. Elle riait doucement, s'agenouillant pour observer leur progrès. Elle te rappelle quelqu'un, non ? Parfois, je l'aidais à couper les branches mortes ou à dépoussiérer sa collection de tasses.
D'autres fois, je me recroquevillais sur le vieux canapé, une couverture serrée autour de moi, le jazz chuchotant dans le fond, et je dessinais ce qui me passait par la tête. J'avais recommencé à dessiner. Non pas pour créer quelque chose de parfait, mais parce que cela me permettait de respirer. La nuit, j'écrivais dans un petit carnet trouvé au fond d'un tiroir. Je n'écrivais pas sur Jack ni sur mes parents. J'écrivais sur la peur, sur les petites victoires, sur l'enfant qui grandissait en moi et sur le genre de vie que je voulais pour nous deux. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, disait Louise quand elle me surprenait trop longtemps à fixer la fenêtre. Tu dois juste continuer d'avancer. Et j'avançais. Je trouvais un petit emploi à temps partiel dans une boulangerie du centre-ville. Quelques heures par semaine. La propriétaire, Madame Keller, était bienveillante. Elle ne posa jamais de questions sur mon ventre ni sur mon passé. Elle m'apprit à glacer les cupcakes et veilla toujours à ce que je déjeune. Ce n'était pas facile. Certaines nuits, je pleurais encore jusqu'à m'endormir. Certains matins, la peur revenait en rugissant. Mais j'étais en sécurité. Je grandissais. Et pour la première fois depuis des semaines, je commençais à croire que peut-être, je pouvais y arriver. Le jour où tout arriva, l'air était lourd de chaleur. À Maple Falls, les milieux doux pesaient sur la peau comme un souffle brûlant. Ce mardi matin-là ne faisait pas exception. J'étais debout à l'évier, en train de rincer une assiette ébréchée, quand une douleur aiguë transperça mon dos pour descendre jusqu'à mon ventre. Mes mains se figèrent dans l'eau. Une seconde plus tard, je sentis la chaleur irréfutable de ma poche des os qui se rompaient. Grand-mère, appelai-je, la voix serrée par la panique. Louise apparut en quelques secondes, sa robe de chambre nouée à la hâte, les clés de voiture déjà en main. Allons-y, ma chérie, dit-elle sans même enfiler de chaussures. Quelqu'un nous attend. Le trajet jusqu'à l'hôpital Mercy de Springfield fut un brouillard de contractions et de respirations profondes. Je serrai sa main de toutes mes forces, le front collé contre la vitre glacée. Elle ne disait presque rien, seulement de petites paroles apaisantes, comme des prières, comme des ancres. Dans la salle d'accouchement, le temps se replia sur lui-même. La douleur venait par vagues, chaque fois plus forte, et je criais jusqu'à m'écorcher la gorge. Les infirmières s'activaient autour de nous avec calme, mais tout ce que je percevais, c'était la main de Louise sur mon épaule et sa voix à mon oreille. Tu t'en sors bien, Mélodie. Respire. Tu y es presque. Et puis, il est arrivé. Un minuscule miracle hurlant, couvert de chaleur, de vie, et de tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Il avait une épaisse chevelure sombre, les yeux plissés, et des poings serrés comme s'il était prêt à affronter le monde. On le déposa sur ma poitrine. Et tout s'arrêta. Je baissai les yeux et murmurai. Elijah. C'était le nom que j'avais écrit encore et encore dans mon carnet. Il signifiait, le Seigneur est ma force. Mais pour moi, il voulait dire autre chose. Il voulait dire foyer. Je levai les yeux vers grand-mère, et pour la première fois depuis des mois, elle pleurait. Des larmes de joie. Et dans cette chambre d'hôpital aux murs écaillés et aux néons impitoyables, je sus que je n'étais plus seulement une fille effrayée. J'étais devenue mère.